Bonjour à tous, c'est écrit noir sur blanc, c'est un projet global, c'est l'ambition de conquérir les esprits puis le pouvoir. Il y a une méthode, la France est une cible, et l'instauration d'un califat mondial sera l'aboutissement de ce rêve de puissance. C'est le projet, celui des frères musulmans, et voici le livre que leur consacre Emmanuel Razavi, Alexandre Delval. Bonjour Alexandre, plus de 500 pages, Bonjour. un pavé avec des textes de référence, des interviews d'acteurs de premier plan. Vous les avez rencontrés, vous les avez interrogés, vous les avez écoutés, et vous n'avez pas défilé la semaine dernière contre l'islamophobie. Non, parce que nous avons analysé avec beaucoup d'intérêt cette manifestation qui réunit des forces d'extrême gauche dites antiracistes et des milieux très islamistes qui ont un projet califal, obscurantiste, masqué derrière justement une rhétorique antiraciste. C'est la stratégie des frères musulmans. Oui, alors, il faut que vous nous expliquiez quel est ce rêve de califat mondial qui inspire donc depuis moins d'un siècle, ce qu'on appelle la confrérie. Alors, la confrérie est écrite en 1928 par Hassan el-Banna, qui était traumatisé par l'abolition du califat par un horrible apostat qui s'appelait Atatürk. Oui. L'idée était de laver cet affront et de faire revenir la Oumma, les pays musulmans, dans leur vraie nation qui est un califat global, car l'État-nation est une création de l'horrible colonisateur sioniste, chrétien, croisé, etc. Donc ce projet califal, il n'est pas porté que par Daesh. La matrice, comme nous le disons dans le livre, c'est les frères musulmans. C'est la matrice de ce projet néo-califal suprémaciste qui veut imposer sur la face de la terre la loi de Dieu qui est la charia. Avec la négation des nations systématiquement, forcément. Oui, alors vous avez raison de poser cette question. C'est normalement oui, mais là où les frères musulmans sont plus intelligents que les salafistes, je dirais purs et durs, c'est qu'ils acceptent parfois de mettre de l'eau dans leur vin. Si la démocratie et la nation peut être une étape par laquelle on arrive localement au pouvoir, en vue ensuite de le détruire, de détruire cette entité nationale, eh bien, momentanément, on peut utiliser des moyens contraires. C'est la tactique contre la stratégie. C'est-à-dire que les frères musulmans sont très duplices. Non, mais ce que je veux dire, c'est que on peut être islamiste et avoir un rêve communautaire, se sentir appartenir à la Oumma, et en même temps se sentir profondément égyptien et non pas maghrébin, par exemple. C'est difficile. Le meilleur exemple est El-Sisi. Il est un homme très croyant, très pratiquant. Il a été d'ailleurs choisi par les frères musulmans. Mais qu'est-ce qui oppose l'armée égyptienne, El-Sisi et les frères musulmans quand les deux sont croyants? C'est que l'un accepte le cadre national et il est nationaliste, c'est El-Sisi, c'est le nationalisme égyptien, et de l'autre côté, les islamistes pensent que la nation n'est qu'un morceau du califat qu'il faudra un jour réunifier. Les islamistes sont foncièrement antinationalistes, mais effectivement, comme Erdogan, parfois ils utilisent les nationalistes si ça peut être un moyen de rester au pouvoir. Alors vous ne faites pas un livre militant, c'est un travail d'historien? Je dirais historien de mon côté et grand reporter du côté d'Emmanuel Razavi. On a voulu mélanger l'action de terrain d'un reporter comme Emmanuel Razavi, qui a été d'ailleurs attaqué par les frères musulmans en Égypte pendant la révolution arabe. Il a failli mourir. Donc il est avec son caméraman, ils ont reçu des coups de couteau. Enfin, c'était d'une violence absolument inouïe qu'on n'a pas trop vu dans la presse occidentale. Et l'étude d'un chercheur en géopolitique. Et on a réuni ces travaux et on s'est rendu compte que ça aboutissait à la même conclusion. On sent chez vous déjà tout de suite quand même, d'une manière surréaliste, une sorte de défiance vis-à-vis de la presse. Vous pensez que la presse regarde avec les yeux de chimène des phénomènes qu'elle ne comprend pas, notamment le printemps arabe? Moi, je ne jugerai pas vraiment la presse. Je pense que dans les phénomènes de désinformation ou de mésinformation, ça se passe au-delà de la presse. La presse n'est qu'un relais, une caisse de résonance. Donc je n'accuserai pas les journalistes, mais je pense qu'en amont, les officines qui créent les idées à la mode ne sont pas forcément toujours en adéquation avec le réel. Et c'est normal, c'est la géopolitique, c'est les guerres des représentations. Revenons à votre ouvrage. Au secours, donc, les frères musulmans sont parmi nous. Mais depuis des années, on nous explique que le vrai danger, c'est le wahhabisme. C'est cette conception, finalement, séoudienne des hommes du désert, de la religion musulmane, qui a essaimé, grâce au pétrodollar,
à travers l'ensemble du monde musulman et qui a perverti Eh bien, en fait, c'est en même un temps. islam traditionnel. Moi, je pense qu'il faut reprendre la belle expression de notre président en même temps. C'est à la fois les frères musulmans qui, eux, on pourrait dire, c'est les gramscistes ou les trotskistes de l'islamisme, et les wahhabites saoudiens, c'est ceux qui ont le pétrole. Vous direz, le Qatar a aussi beaucoup d'argent. Les deux se complètent. Mais ils se détestent. Mais bien sûr. Mais vous savez, ils peuvent se détester localement pour des raisons régionales et diverses. Et il y a effectivement une guerre entre le Qatar et l'Arabie saoudite, portée d'ailleurs au départ par les Émirats arabes unis. Mais au niveau de l'Europe, en ce qui concerne le projet de rétablissement de califat et le tamkin planétaire, c'est-à-dire essayer d'infiltrer toutes les démocraties pour un jour islamiser l'Occident, ça, vous savez, il y a une convergence d'acteurs rivaux, effectivement, mais ils convergent dans l'idée d'islamiser l'Europe. C'est le grand espoir. Alors, il y a l'islamisation de l'Europe, il y a aussi le djihadisme. En quoi est-ce que les frères musulmans ont façonné ou fécondé le djihadisme contemporain? Alors c'est une très bonne question parce que Saïd Qutb, le fameux Saïd Qutb, qui est l'un des grands, des grands concepteurs du djihadisme moderne, il vient des frères musulmans, il a été conseiller du guide suprême, il a été pendu par Nasser, mais il a été vraiment un cadre important des frères musulmans. Et Saïd Qutb, c'est lui qui, le premier, dit qu'il faut tuer le prince illégitime, qui n'est pas dans la tradition sunnite tout à fait ancrée, et il fait passer le sunnisme conservateur vers une forme de totalitarisme en s'inspirant à la fois de l'antisémitisme nazi et du système d'organisation léniniste, l'avant-garde léniniste. Il a été léniniste dans le passé, il est devenu nationaliste arabe, Saïd Qutb, et il devient le cadre de l'islamisme de type djihadiste en disant que le djihad est le 6e pilier. C'est la référence aujourd'hui de tous les islamistes, y compris Al-Qaïda, Daesh. Donc ce qui est intéressant, c'est que c'est un frère musulman qui a donné le mode d'emploi et qui reste jusqu'à aujourd'hui la référence suprême. Ce qui est fascinant, c'est qu'à vous écouter, on a l'impression que dans ce 21e siècle qui commence, l'héritage du 20e siècle, c'est les frères musulmans, c'est ça. Oui, les frères musulmans. C'est ça ce qui perdure. La dernière idéologie du 20e siècle qui s'incarne dans l'actualité aujourd'hui, c'est celle des frères musulmans. On peut le dire, oui, les frères musulmans incarnent la matrice du 3e totalitarisme, après le rouge et le brun, effectivement, ce totalitarisme vert. Et on ne le dit pas avec un jugement, c'est un constat. Il y a un véritable projet de longue durée qui est intelligemment mené. Il ne faut pas sous-estimer l'autre, l'ennemi ou l'autre. Ils sont très habiles et ils sont capables d'une multistratégie. Tantôt on est allié avec des nationalistes, tantôt avec des communistes, tantôt avec des conservateurs, tantôt on est antiraciste en Occident en faisant croire qu'on est victime, qu'on est gentil, qu'on est pacifiste. Au Hamas, à Gaza, on est djihadiste. Vous voyez, la même organisation peut être djihadiste ici, pacifiste, antiraciste là. Ouais. Donc c'est extrêmement difficile. On se demande si c'est la même, parce qu'il n'y a pas de chef d'orchestre clandestin en même temps. Non, il n'y a pas de chef d'orchestre. Aujourd'hui, les nouveaux cadres des frères musulmans sont plutôt au Qatar, comme Jassim Sultan, des nouvelles figures qui ont beaucoup investi sur l'Internet et l'alliance avec les milieux progressistes. Et là, c'est très habile. La grande stratégie, et c'est pour ça qu'il y a cette manifestation contre l'islamophobie qui réunit l'extrême gauche et les islamistes. Il y a la conception même du terme, il y a le concept d'islamophobie qui est... Alors, il est intéressant parce qu'il n'a pas été inventé en Iran, contrairement à ce qu'avait dit Caroline Forest. Il a été inventé avant, dans la littérature française d'ailleurs, mais il a été repris en Iran. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'Iran lui-même, chiite, en fait, a repris la théorie des frères musulmans, puisque Saïd Qutb, le fameux Saïd Qutb, vous savez, il a des rues en Iran, et il était la référence suprême qui a inspiré l'islamisme moderne et la doctrine du Velayet Faqih de M. Khomeini. Expliquez-nous, parlez-nous du projet Tamkin en France. Alors, le Tamkin planétaire qui est représenté par le fameux signe 4 doigts que font tous les frères musulmans. Oui. 4 doigts, c'est-à-dire c'est aussi la place en Égypte et le printemps est aussi 4e, ça veut dire plusieurs choses à la fois. C'était le cri de ralliement. Ça veut dire, voilà, c'est le cri de ralliement des frères musulmans pendant le printemps arabe. Pourquoi ? Eh bien parce que l'idée c'était le printemps. On connaît les 5 prières quotidiennes, on connaît les 5 piliers de l'islam. 4, c'est quoi ? Non, parce qu'en fait dans le Tamkin planétaire, il y a 4 phases. Donc la phase locale, la phase régionale, la phase nationale et ensuite la phase internationale. Et l'idée c'est de conquérir le pouvoir par étapes, de manière progressive, parfois même en mentant et en étant dans la dissimulation. L'idée étant qu'au final, un jour, on finisse par réussir à imposer la loi, comme ils disent eux-mêmes, la loi de Dieu sur Terre, sur la Terre entière. C'est un projet mégalomaniaque, planétaire, suprémaciste, qui est très intéressant à analyser, puisque, comme vous le dites, c'est le 3e totalitarisme, celui du XXe siècle, mais qui a réussi à prendre une forme nouvelle et qui va incarner, à mon avis, le grand totalitarisme du XXIe siècle. Mais est-ce que c'est pas finalement une totale projection de quelques idéologues
avec des songes creux, Bien sûr. à côté d'une réalité sociale et nationale, Oui. qui fait émerger, où des peuples entiers se mobilisent parce que l'islam béni leur donne un étendard, mais en fait, profondément, c'est autre chose qui l'émeut. Je pense comme vous, mais d'un autre côté, quand on voit dans les pays arabes le nombre d'élections, les rares fois où il y a des élections, le nombre des élections qui sont remportées par les frères musulmans, quand on voit aussi en Allemagne, en Europe, hein, en France, en Suède, en quelques années, la capacité de pénétration des frères musulmans, leur capacité d'être à l'origine des projets islamiques, des projets de mosquées, des lycées, ils ont une capacité de pénétration qui est absolument impressionnante. La stratégie de conquête et d'infiltration des frères musulmans en France et dans le monde. Le projet est publié chez l'Artilleur, qui porte toujours bien son nom. Merci Alexandre. Et le projet, Delval. c'est un texte des frères musulmans qu'on avait découvert dans leur banque en Suisse. Ainsi va le monde. L'info continue sur la chaîne Info.